On a juste alerté, mais il s'est avéré qu'après notre alerte, ce n'est pas que les millions d'auditeurs, les Guinéens qui ont été informés, mais le président de la République s'est de poser la question comment est-ce que ces gens-là se sont permis de construire là et pourquoi les autorités n'ont pas pris leurs responsabilités. Et donc ce matin, on m'apprend aussi que le ministre de la Pêche va se rendre là pour essayer de voir maintenant situer les responsabilités. Parce que je vous dis tout à l'heure, entre le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Habitat, le ministère des Transports, le ministère de la Pêche et le ministère de l'administration du territoire, chacun se pousse se rejette la responsabilité parce que personne ne veut que son démembrement du côté de la mairie de Matoto soit vraiment incriminé. Pourtant, il y a des responsables au niveau de la commune qui ont forcément posé des actes là. On ne peut pas comprendre comment est-ce que tous ces bâtiments, comment est-ce qu'on peut agresser la nature, l'environnement, les mangroves, jusqu'à près de 3 ans, et après que ces bâtissements maintenant aient poussé, qu'on se dise qu'on n'était pas informé. Et je vous dis aussi que tout est parti depuis du jour où notre ami Kalo était venu avec une équipe, un investisseur, pour essayer de placer là un camion frigorifique pour essayer de rendre la tâche facile. On reviendra là-dessus, on referme cette parenthèse puisque nous sommes là-dessus depuis 3 jours pratiquement et dans le même rythme que la RTG, au moins aussi qui a fait un focus sur cette situation d'agression de la mangrove du côté de Yimbaya, puisque les autorités vont descendre sur le terrain, on verra qui a négligé l'affaire depuis maintenant 5 ans pratiquement, parce qu'il a fallu que certains délivrent des documents pour que les gens achètent les domaines, que certains délivrent des documents pour que les gens construisent aussi des maisons sur ces mangroves. Donc nous reviendrons là-dessus après la visite des autorités du terrain aujourd'hui. À présent, nous faisons face à notre invité, M. Baouri. On va parler de plusieurs choses à la fois, dans un temps un peu plus compressé. Déjà, la question de la CENI, le mandat des députés, mais aussi ce nouveau bloc politique qui voit jour au sein de l'opposition plurielle et apparemment autour de Sidia Touré. D'abord, sans doute, moi, la première question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous pensez de la décision du président d'avoir prorogé le mandat des députés et est-ce que vous attendez de certains députés en ce cas de figure, quitter l'Assemblée ou continuer à vivre la prorogation? Bien, avant de parler de ces questions, il y a une question fondamentale qui vient d'être évoquée, c'est la question des mangroves. Parce que agresser la nature, c'est dans une certaine mesure agresser la vie des générations futures. Au niveau de la presqu'île de Conakry, on est entouré par ces mangroves. Vous savez que ceux qui prennent le risque de bâtir des maisons en empiétant sur la mer, donc sur les mangroves, prennent un risque pour le futur. Avec le changement climatique, il est plus ou moins attendu que dans les prochaines décennies qu'il y ait la montée des eaux, la montée des océans. Et donc, l'eau, la mer, d'une manière ou d'une autre, sera beaucoup plus puissante que toutes les forteresses que nous allons ériger pour essayer de se protéger. Donc, ceux qui prennent le risque d'aller dans ces terrains qui sont trop proches de la mer prennent un risque pour le futur. Bien, et justement c'est pour cela que nous avons commencé à sonner l'alerte. C'est vrai que ces situations existent depuis maintenant au moins 4 ans, mais on attend la réaction des autorités là-dessus. Maintenant, oui, l'actualité, votre réaction à la fin du mandat des députés et la décision du président de proroger leur mandat en s'adossant sur l'avis favorable de la Cour constitutionnelle qui en a fait un constat. Ce n'est pas le fait de prolonger le mandat des députés qui pose problème. C'est la situation qui a prévalu jusqu'à ce que l'agenda électoral on n'a pas pu respecter cet agenda. Et il y a des responsabilités qui existent en la matière. C'est notamment ceux qui sont des partisans des accords politiques et des arrangements, et avec la bénédiction du ministre de l'administration du territoire. Et le fait le plus
c'est le fait que des élections communales qui se sont terminées le 4 février 2018, jusqu'à présent, on n'a pas fini d'installer ces élus. On n'a pas enclenché la deuxième procédure qui consistera à installer les chefs de quartier et les présidents de district. Donc ça, c'est une catastrophe extrêmement importante. Et là, les responsables, qu'ils soient de cette opposition dite républicaine, de cette mouvance ou du ministre de l'administration du territoire, ils ont pris un risque et ils font courir au pays un risque majeur de blocage. Et c'est ce qui est arrivé avec l'Assemblée nationale. Et dans ce contexte, le président de la République a demandé à la Cour constitutionnelle son avis sur la question. Et la Cour, constitutionnellement, l'organe qui doit veiller au bon fonctionnement des institutions, a estimé qu'il faut proroger ce mandat pour ne pas qu'il y ait un vide institutionnel au risque de créer une instabilité à ce niveau-là. Et le président a pris le décret dans ce sens. Donc ça, c'est tout à fait dans l'esprit de la Constitution et dans l'esprit, disons, de l'indispensable nécessité d'avoir des institutions qui fonctionnent. Monsieur Bahouri, le président de la République, qui prend à travers un acte, ce décret pour prolonger le mandat des députés. Vous venez de parler tout à l'heure de la consultation de la Cour constitutionnelle. C'est la partie-là qui m'inquiète un peu. On sait déjà que la cohabitation est devenue très bonne entre le président de la République et les commissaires, les sages de la Cour suprême. Et ça attire un peu l'attention. Mais aussi, est-ce que si le président déjà observe et disons cautionne la prolongation de ce mandat des députés, disons comme ça, parce que moi je le dis comme ça, hein, je passe pas par juridiquement, pour nos millions d'auditeurs. Est-ce que si on dit un jour au président de la République, vous êtes en 2020, et pratiquement jusque-là les élections ne sont pas organisées, est-ce que le président ne dira pas, oui, moi aussi je vais prolonger parce que quand les députés étaient hors de leur temps, pratiquement on était obligé de prolonger, vous n'avez rien dit. Et là vous ne direz rien parce que moi, mon mandat, je vais continuer en attendant l'organisation des élections. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. L'organe qui doit organiser les élections dans ce pays, constitutionnellement, c'est la CENI. Ils ont changé la loi concernant la CENI. Et donc, ces derniers mois, il n'y avait pas une CENI valable sur le plan juridique. Elle vient tout juste d'être mise en place. C'est à elle de fixer la date des prochaines élections législatives. Et c'est à elle, en fonction de son chronogramme et en fonction de l'agenda électoral du pays, de fixer la date des prochaines élections présidentielles. C'est ça que la loi dit. Maintenant, cessons de voir à tout bout de champ une décision du président de la République comme s'il est embusqué derrière une porte pour entrebâiller. Dès qu'il y a une opportunité, on pousse. Non, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Il y a des gens qui ont été, de fait, les responsables de ce prolongement. Il ne faut pas qu'on oublie leurs responsabilités. Vous voulez dire les partis politiques et de l'opposition de la mouvance qui à un moment donné étaient dans des adversités politiques qui nous ont amenés dans les crises, qui ont fait que aujourd'hui on n'a pas pu tenir les élections législatives à date. Et bien entendu, on n'a même pas fini avec les élections communales. Donc c'est pour vous dire, il y a des gens qui sont les entrepreneurs de cette crise. Et pour toute question, ils sont prêts à faire en sorte... Donc c'est dû à la contestation des résultats entre autres, des communales. Bien entendu, entre autres. Parce que avant qu'il y ait les communales, il y avait aussi des tiraillements pour tailler à leur mesure, selon leur volonté, un code électoral. Bien. Et là, ça avait pris encore du temps. Donc cela veut dire que la question de l'évolution institutionnelle du pays, il y a deux partenaires qui sont totalement responsables, co-responsables de la situation.
ceux qui se disent mouvance et ceux qui se disent opposition dite républicaine, ils sont co-responsables du fait que la Guinée n'a pas été en mesure de respecter ses agendas électoraux. Bien, voilà. Mais en même temps, vous préfériez la décision du président à la prorogation au vide institutionnel. Non, il y avait deux choix. D'ailleurs, ce qui pourrait même être dans les intérêts, entre guillemets, intérêts, disons, du renforcement du pouvoir présidentiel, c'était que la Cour constitutionnelle donne autorisation au président de la République de légiférer par ordonnance en demandant que la dissolution de l'Assemblée. La dissolution de l'Assemblée. Si tel était le cas, là, je vois bien qu'on aurait dit M. Alpha Condé a érigé une dictature personnelle, etc., etc. Mais là, il a proposé que la Cour constitutionnelle prolonge le mandat du député dans le cadre de l'équilibre et du partage des pouvoirs dans ce pays. Donc, il ne faut pas qu'on demande... Il y en a aussi qui pensent que les députés devraient catégoriquement refuser cette offre. Ce n'est pas une offre. Il faut que les gens voient les choses. Dans tous les cas, que les députés refusent de siéger pour envoyer un signal fort à Alpha Condé, lui dire qu'attention, le jour où ton mandat va prendre fin, si tu ne fais pas tout pour organiser les élections, tu ne passeras pas la nuit à se retrouver. Mais les gens dans notre pays ont une fixation sur le président de la République. Ils ont une fixation sur la date d'organisation des élections présidentielles. Comme si ils sont prêts à dire « ôte-toi de ce fauteuil pour que je m'asseye ». La vie n'est pas comme ça et le pays ne doit pas fonctionner comme tel. Les députés, comme vous dites, qui peuvent dire ça ou faire ça, mais ils ont vu progressivement les dérapages, ils ont vu les dynamiques que certaines attitudes peuvent conduire, ils n'ont pas réagi, donc laissons ça de côté. C'est comme si tacitement ils ont cherché à ce que leur situation soit prorogée pour bénéficier des avantages et des honneurs dus au rang d'être appelé honorable. Voilà, donc moi je pars sur la base de l'analyse d'un politicien aussi qui bientôt va faire son entrée ici à Conakry. Il s'agit de Fodé Mohamed Souma qu'on a eu ici hier et qui a dit que cette prorogation du mandat des députés, c'est un jeu politique pour le pouvoir en place et de l'autre côté un arrangement pour les députés. Est-ce que c'est cela votre vision aussi? Vous savez, moi ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt de mon pays. Et l'intérêt de mon pays est d'assurer la stabilité de la Guinée. La stabilité de la Guinée passe nécessairement par un fonctionnement normal et l'existence des institutions qui consacrent l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire des pouvoirs séparés, exécutif, législatif et judiciaire. Bien. Si l'un manque de la faute ou de l'irresponsabilité de quelques-uns, ça risque de déstabiliser la Guinée et moi je suis partisan de la stabilité de la Guinée et donc les mesures qui sont prises pour conforter la prolongation de ce mandat pour la stabilité de mon pays, je m'intéresse peu aux intérêts des uns et des autres et aux micmacs qu'ils font par derrière. Ce qui est fondamental, c'est d'abord la stabilité de la Guinée et l'existence d'une assemblée prorogée et un moindre mal par rapport à l'absence d'une assemblée au risque de créer un vide institutionnel. Voilà, une assemblée, j'allais dire, le mandat prorogé d'une assemblée est mieux qu'un vide institutionnel, justement. M. Baouri le dit. Notre invité du jour, donc, vous pouvez lui poser des questions. Il nous reste, disons, 12 minutes chrono. Deux numéros, le 624 26 92 42, le 623 47 17 53. Donc, passer ce sujet sur le mandat des députés, on va parler cette fois-ci de la CENI qui va être mise en place finalement et pour aller vers ces législatives. Mais il y a un aspect que les gens relèvent aujourd'hui, c'est que dans une partie de l'accord du 16 octobre 2016, je crois, ou du 12 octobre 2016, je ne me souviens plus du mois, mais les politiciens de l'opposition ont voulu qu'on aille vers une CENI technique. Plus technique, c'est le terme qu'ils ont prononcé.
Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on réinstalle les mêmes types de CENI, c'est-à-dire politique. Est-ce que là, vous constatez qu'ils ont dévié de ce qu'ils ont demandé dans les accords, qui continuent à s'accoutumer avec les traditionnels CENI politiques et envoyer les membres de leur parti politique? Je ne sais pas ce qu'ils ont signé, ça n'a pas d'importance. Ce qui est le plus important, c'est la loi. Ils ont voté pour une loi de la CENI qui n'a fait que diminuer le nombre de commissaires en maintenant la répartition telle que ça existait auparavant. Et deuxièmement, ce qui est beaucoup plus grave, ils ont empiété sur l'indépendance de la CENI, sur l'indépendance constitutionnelle de la CENI, en lui enlevant la possibilité de gérer le matériel et tout ce qui concerne les moyens pour l'organisation des élections électorales. Lorsqu'on dit que constitutionnellement la CENI est indépendante, cela veut dire de bout en bout, elle doit être maîtresse de ses moyens humains, de ses moyens financiers, de ses moyens matériels, de ses moyens politiques, pour dire qu'à telle date, je suis en mesure d'organiser telle élection qui prendra telle période. Donc c'est maintenant, les moyens sont mis dans le cadre de la responsabilité du ministère de l'administration du territoire. Et là, constitutionnellement, c'est une violation de l'indépendance constitutionnelle de la CENI. La Cour constitutionnelle devrait ne pas amender cette disposition, et les députés qui ont voté cette loi, que demain, qu'ils ne viennent pas pleurnicher pour dire qu'il y a une entorse à la Constitution, parce qu'en connaissance de cause, ils ont voté une loi qui empiète sur les prérogatives constitutionnelles de la CENI, et ça, c'est l'aspect le plus grave. Et donc, ce type de CENI-là qui vient d'être mis en place, vous inspire toujours confiance? Monsieur Kébé, je le respecte. La CENI qui a piloté l'organisation des communales a été, de ce point de vue, une CENI, à mes yeux, qui a été courageuse, responsable et qui a refusé d'abdiquer devant les pressions de quelques politiciens qui voulaient que la CENI fasse les choses selon ses désirs. Et ça, c'est un bon point pour eux. Bien. Maintenant, je suis à mon sens, la Guinée doit dépasser cette question de CENI politique. Et on devrait, après 25 années d'expérience de multipartisme et d'organisation des élections, faire le bilan et l'inventaire de nos insuffisances et des succès qu'on a engrangés ces dernières années, et penser à plus tard pour avoir une institution la plus solide. Peut-être penser à une agence d'organisation des élections qui doit être indépendante des jeux politiciens et qui ne doit pas changer au gré des humeurs de quelques personnes, et qui doit avoir toutes les compétences requises pour que les élections et le processus électoral soient gérés avec efficacité, avec pragmatisme et aussi avec équité et transparence, parce qu'il y va de la stabilité du pays. Bien. Et finalement, on va parler de ce qui fait plus l'actualité et qui vous concerne aussi. Un nouveau bloc politique au sein de l'opposition plurielle. Et ça semble se dessiner autour de Sidya Touré, puisque vous étiez tous à la première réunion. Je ne sais même pas comment ça va s'appeler ce bloc. Est-ce que c'est une alliance? C'est quoi au juste? Ou c'était une réunion ordinaire? Vous étiez là, M. Barou. Qu'est-ce qui se dessine? Bien. Déjà, vous êtes en train de qualifier une réunion informelle, préliminaire, en dénaturant la nature de cette concertation. On se pose des questions. En se disant, on n'est pas en train d'affirmer. En se disant autour d'une personne. Ce n'est autour de personne. Bien. Ça, c'est la question fondamentale. Il y a des hommes et des femmes qui ont des responsabilités politiques dans ce pays, qui se posent les questions concernant notre avenir commun. Et ils se sont rencontrés pour envisager et discuter en débroussaillant le terrain pour
la mise en place d'une dynamique qui permettrait de préparer dans un esprit nouveau l'avenir, à savoir, première question, la question de la stabilité de la Guinée, elle est fondamentale. Un. Deuxièmement, l'approfondissement de la démocratie est une nécessité absolue. 3. Développer les valeurs partagées en commun par tous, indépendamment de leur position, est une nécessité parce que c'est le socle minimum qui doit permettre d'ériger des dynamiques pour une construction d'une véritable nation paisible, réconciliée, sans les clivages ethniques ou autres que nous connaissons. Et dernièrement, faire en sorte qu'il y ait une dynamique organisationnelle de solidarité qui permettrait à cette dynamique d'avoir la force nécessaire de peser sur l'évolution actuelle et future du pays. Donc il n'y a rien en vue, il n'y a pas en vue la création d'une entité politique au sein de l'opposition plurielle, d'une certaine alliance, et rien de tout ça, c'était une réunion formelle pour faire le diagnostic du pays, le point du pays, parce que voilà, il y a une suite logique, c'est sûr. Parce que vous avez dit une réunion préliminaire. Préliminaire à quoi? Préliminaire à définir les contours de l'avenir. Ça, c'est extrêmement important. La Guinée a brillé par des expériences politiques extrêmement riches. Et jusqu'à présent, on ne fait pas cas de cette diversité, de cette richesse pour tirer les meilleurs enseignements de ce que nous avons fait par le passé, faire le bilan et faire ressortir les blocages et les clivages qui empêchent à la Guinée d'aller de l'avant, c'est extrêmement important. Bien. Ça, c'est un. Et deuxièmement, la réalité actuelle, en ce qui me concerne, il faut faire en sorte de penser la politique pour qu'elle soit faite autrement, pour faciliter et encourager la recomposition politique dont le pays a besoin à l'heure actuelle. Je constate que les noms qui sont cités là, dans cette réunion que vous appelez réunion préliminaire, les diagnostics de la situation du pays, Sidia Touré, Baouri, Ousmane Kaba, le parti de Lansana Kouyaté, même s'il est en France, des personnalités politiques qui se sont frottées aux deux personnalités qui occupent l'extrémité, les deux extrémités de l'échiquier politique, c'est-à-dire Alpha Condé et Sénou Dalein Diallo. C'est-à-dire que certains ont été à un moment donné avec Alpha, et puis l'ont quitté, ils sont venus avec Sénou, maintenant ils ne sont plus avec lui, en tout cas dans l'opposition républicaine. D'autres, par contre, étaient avec l'opposition républicaine, l'ont quitté, sont allés avec Alpha, ne sont plus avec lui maintenant et sont au centre. Et vous vous retrouvez. Il y a forcément quelque chose qui se prépare. Dites-nous. Non, il faut faire le bilan de chaque action. Le contexte politique de la Guinée nécessite à envisager l'avenir. Nous sommes à la veille d'échéances majeures. Est-ce que, quand je dis qu'il y a quelque chose qui se prépare, est-ce que vous êtes, c'est une dynamique qui se prépare pour dire qu'il faut faire rupture, non seulement avec celui qui incarne la mouvance aujourd'hui Alpha Condé, et faire rupture avec la démarche de celui qui incarne l'opposition républicaine aujourd'hui, qui est Sénou, et donc vous affichez comme la nouvelle donne, ce bloc que vous allez constituer. Vous voyez toujours les choses comme si on est dans un ring, dans un ring. C'est ça le terrain politique. Ça ressemble à ça. Non, la question fondamentale à l'heure actuelle, nous sommes dans un environnement bloqué politiquement et socialement très étriqué. Bien. Faut-il continuer dans ce sens au risque de pousser et d'amener notre pays dans un blocage total avec des risques d'instabilité majeure? Non. Bien. Donc il faut se préparer et réfléchir pour l'avenir. Maintenant, chaque responsable politique y va avec ses idées, avec ses aspirations, avec les dynamiques et son esprit. Moi, en ce qui me concerne, j'y vais et je veux travailler, et comme je l'ai toujours fait ces dernières années, pour aller au-delà des clivages qui existent et qui sont structurés tels qu'ils le sont aujourd'hui. Je préfère m'adresser aux Guinéens, même ceux qui sont dans la mouvance et ceux qui sont dans
les oppositions pour réfléchir et pour créer un autre contrat social et politique avec les Guinéens pour Est-ce que ce qui se prépare là, ça veut dire de façon indirecte que la page UFDG est définitivement tournée chez vous? Quoi se dessine. Mais l'UFDG, je suis le premier vice-président de l'UFDG. Donc vous êtes parti là-bas au compte de l'UFDG? Ça n'a aucune importance. Je suis politiquement dans un environnement hybride. Je suis le premier vice-président de l'UFDG qui a un contentieux juridique et judiciaire avec certains responsables, pas avec le parti, avec certains responsables. Ça, il faut que la Cour d'appel de Conakry statue le plus rapidement sur cette question. Deuxièmement, je suis l'animateur du mouvement Le Renouveau, qui va dans le sens de rapprocher la classe politique. De renouveler la classe politique, d'assurer une recomposition fondamentale pour que nous puissions être en phase avec le cycle qui commence maintenant, le cycle politique guinéen qui commence pour les 60 prochaines années. Moi, avec d'autres, nous travaillons à définir le contour de ce que devra être la Guinée pour les 60 prochaines années. Peut-on s'attendre en 2020 une candidature unique entre les leaders qui vont former ce bloc que vous êtes en train de préparer? Déjà, vous allez trop vite en besogne. C'est important, la politique, c'est des projections aussi. Non, d'abord step by step, c'est-à-dire pas à pas. Bien, alors oui. Moi qui vous parle, j'animerai une liste. J'animerai une liste pour aller compétir pour les élections législatives. À venir, bien. Avec l'aide de Dieu. Bien. Moi qui vous parle et qui est devant vous, avec l'aide de Dieu, je serai présent pour la compétition pour les prochaines élections présidentielles. Et je trouve tout en à tant fait... que candidat. Bien entendu. De l'UFDG? Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est être présent pour une échéance. En tout cas, le Renouveau, qui n'est pas encore un parti politique agréé, ne peut pas aller ni aux législatives ni aux présidentielles à l'état actuel des choses. Non, vraiment, vous allez trop vite en besogne. Chaque jour suffit. Et en plus, il y a des choses à faire. En plus, ce n'est pas une question d'entente entre vous et Bourema Condé. On ne voit pas s'il va vous donner un agrément ou pas. Ah, donc vous voulez dire que Bourema Condé se pose contre mes intérêts? Non, mais on a l'impression, hein? Non, ce qui est fondamental pour être beaucoup plus sérieux, ce pays a besoin d'une politique autrement. Ce pays a besoin d'hommes et de femmes avec un esprit nouveau qui transcende les clivages ethniques et les blocages qui ont structuré la vie politique durant ces quarts de siècle qui viennent de se terminer. 3. Ce pays a besoin d'hommes et de femmes qui veulent servir et non se servir. Et là, nous sommes en train, en ce qui nous concerne, je ne parle pas pour les autres, en ce qui nous concerne, de faire en sorte qu'une nouvelle génération politique puisse émerger dans le cadre totalement différent de ce qui existait par le passé pour répondre aux tâches et aux défis de la réalité d'aujourd'hui. Et c'est ce qui est le plus important. Recomposition politique, rassembler les forces positives de ce pays, transcender les clivages qui existaient par le passé, aller au-delà des frontières étriquées, soit partisans, soit ethniques, soit régionaux. C'est cela qu'il faut mettre en avant pour réconcilier le Guinée avec une vraie politique pour que la Guinée, dans la prochaine décennie, soit un grand pays. Et nous sommes à terme de cette émission et malheureusement, on ne peut pas aller plus en détail, mais ce qui est sûr, c'est que M. Baou ne nous dit pas clairement est-ce qu'ils vont créer un bloc qui va se dénommer tel ou tel bloc de l'opposition, et ça reste à venir. Ce qui reste clair, il dit que c'est une réunion préliminaire pour prospecter l'avenir du terrain politique de notre pays, notamment de l'opposition. On va rapidement donner la parole à ces quelques auditeurs en 30 secondes. Quand on est intellectuel, on doit s'assumer et non venir exprimer ses ressentiments personnels contre les gens. Comment il peut apprécier la CENI de M. Kébé qui a été complice de falsification de vote des citoyens? Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Et c'est avec lui, c'est Kanté qui nous envoie ce message.
Quels sont ces gens qui font la crise politique dans ce pays? Pourquoi c'est vous seul qu'on entend dans les médias? Est-ce que vous pouvez donc remplir et le message est inachevé. Un autre aussi qui nous dit: bonjour monsieur Barry, vous êtes un politicien éclairé qui inspire les jeunes. Donc dites quand est-ce que vos ouvrages seront-ils édités? Et le message n'est pas signé. Un autre aussi qui dit: on doit appliquer la charia dans ce pays. Le viol va terminer, wallahi. Et c'est Gambouria qui nous envoie ce message. Mamadou Diallo de Bessia: monsieur Baouri, dans une entité sociale, celui qui est donc caractérisé par la véracité est toujours mise dans le cadre de, et le message est inachevé. Celui-ci nous dit: je salue votre invité, même si vous formez opposition singulière au pluriel masculin, vous allez donc rester derrière le chef de file de l'opposition, et c'est ce qui est mieux. Et un autre aussi qui dit: je vous rappelle, le cortège du général Conté n'a pas été bloqué. Il y a eu coïncidence entre les deux cortèges sur le pont de Makona, de Dekedou, mais Lansana Conté n'était président à l'époque, mais candidat à sa propre succession. Et c'est Mouridine qui nous envoie ce message sûrement pour répondre à Pendessa. Et puis Gando Diara: bonjour à vous, les voix des sans-voix. La Guinée est prise en otage par la classe politique qui ne pense qu'à son intérêt. Comment parvenir au pouvoir et comment le conserver? En ce qui concerne la nouvelle CENI, je reste toujours sur ma faim. Tant que notre CENI restera politique, la transparence et la crédibilité de nos élections seront mises en rude épreuve. Malheureusement, nous sommes à 12h06. Donc, déjà dans le temps de l'émission Café Citoyen, beaucoup de messages qu'on saurait lire. Demain, on reviendra là-dessus. On va les relayer, même si M. Baouri n'est pas là. Peut-être qu'il vous répondra sur Facebook à toutes ces questions. Et vous allez le retrouver dans Café Débat, ce soir à 21h30 sur Gangan TV. Et nous, on se retrouve demain dans un autre numéro de Carrefour. Merci, M. Ba, d'être passé. Merci.